Bonjour, bienvenue dans la 3e vidéo de ton programme. Aujourd'hui, je veux te parler d'un point extrêmement sensible et très important, à savoir la motivation. Tu t'en doutes, elle est vraiment essentielle. La motivation, c'est l'envie de travailler, de persévérer. Il existe 2 types de motivation. Il existe la motivation intrinsèque, c'est-à-dire celle qui existe vraiment au fond de toi, et il existe la motivation extrinsèque. Qu'est-ce que c'est la motivation extrinsèque? C'est celle qui vient de l'extérieur, qui est celle de vouloir, par exemple, faire plaisir à ses parents, obtenir une bonne note, faire plaisir à son professeur, se sentir bien vu, etc. Vraiment, ce qu'il est important vraiment de comprendre, c'est qu'il faut que tu réussisses à développer au maximum ta motivation intrinsèque, car c'est celle-là qui te permettra vraiment de persévérer sur le long terme. Faire plaisir à ses parents, faire plaisir à ses profs, ok, mais ça ne suffira pas face à la difficulté. Donc ce que je te propose dans cette vidéo, c'est vraiment d'entamer un processus de réflexion sur les sources de ta motivation. Tout d'abord, il faut savoir que cette motivation, tu vas la créer, l'entretenir par 3 grands phénomènes que tu peux créer dans ta vie. Quels sont ces 3 grands phénomènes? Eh bien, tout d'abord, être compétent, être autonome et tisser des liens. Qu'est-ce que ça veut dire? Réussir, et ça on va le faire dans les séances d'entretien individuel, à créer des conditions de travail qui vont favoriser ces 3 éléments dont je viens de te parler. Alors si on commence tout d'abord par l'autonomie. Comment est-ce que ça peut fonctionner? Bien sûr, tu n'es pas entièrement autonome, nous sommes d'accord, tu as des horaires de cours, tu as des choses à faire, des devoirs à rendre. Mais il existe une marge de manœuvre. Tout d'abord, quand tu es dans ton travail personnel, tu peux décider de ce que tu vas faire. Ne serait-ce que l'ordre, c'est hyper important. Là, à ce moment-là, j'ai envie de faire telle chose. Je sais que j'ai des choses à faire, des priorités, mais là, dans les minutes qui viennent, dans le quart d'heure qui vient, je sens que c'est ça qui me motive, c'est ça que j'ai envie de faire. Donc s'octroyer, s'autoriser la possibilité de décider de ce qu'on va faire. Première chose hyper importante. Ensuite, décider aussi le moment. Je vais travailler, je suis du matin, je vais me lever plus tôt pour travailler, je suis du soir, bon, même sans empiéter trop sur le temps de sommeil. Moi, j'ai besoin d'un break à midi. Moi, au contraire, à midi, je vais manger assez rapidement pour dégager une demi-heure de travail, etc. Ça, c'est le moment. Ne vous laissez pas tout le temps influencer par ce que font les autres, par exemple. Cherchez vraiment à trouver au fond de vous le moment dans lequel vous vous sentez bien pour faire l'activité que vous avez choisie. Et ça développe la sensation d'autonomie qui nourrit elle-même la motivation. Et enfin, dernière chose, bien entendu, vous allez aussi vous octroyer la possibilité de choisir les techniques d'apprentissage, techniques de travail. Nous allons, dans les séances de coaching individuel, réfléchir ensemble aux techniques d'apprentissage, par exemple, mais comme je vous l'ai déjà expliqué, le coaching, c'est une co-construction, on fait ensemble. Donc si vous me dites « Ah non, mais moi, cette méthode ne me plaît pas du tout », à partir du moment où l'autre méthode que vous proposez est valide et fonctionne, il n'y a aucune raison de dire « Ah non, mais il faut faire comme ça ». Donc c'est aussi à vous, surtout par exemple en début de classe préparatoire, de trouver les méthodes qui vous correspondent, qui sont efficaces, qui sont efficientes pour vous et que vous aimez appliquer. Donc vous voyez, premier point, développer dans la mesure du possible l'autonomie. Et l'autonomie, elle nourrit l'individu, on se sent bien, on a l'impression
de gérer, de contrôler, d'avoir une marge de manœuvre et ça donne un sentiment de satisfaction qui nourrit la motivation, alors que si on est tout le temps en train d'obéir à des choses dans l'ordre où on nous le dit, etc., eh bien on se sent comme un pion, on n'a pas du tout ce sentiment d'autonomie. Ensuite, deuxième élément pour nourrir la motivation intrinsèque, c'est vraiment la question de la maîtrise. Bien sûr, vous êtes dans des études supérieures exigeantes, donc vous allez chercher de plus en plus de maîtrise. Qu'est-ce que ça veut dire ? Eh bien, ça signifie qu'il faut entrer dans une dynamique de l'effort et de l'échec. Et oui, contrairement à ce qu'on pourrait imaginer, la motivation ne naît pas du sentiment de facilité. Au contraire, quand les choses sont trop faciles, on est complètement démotivé. Quand elles sont trop difficiles, on est démotivé également. Donc, il faut trouver l'équilibre subtil entre se fixer des objectifs un peu plus hauts, mais atteignables, et se fixer des objectifs trop hauts qui sont inatteignables pour nous, ou se fixer des objectifs trop bas qui font qu'on va procrastiner parce qu'en réalité, c'est tellement peu motivant qu'on n'a pas du tout envie de s'y mettre, même si c'est facile. Qu'est-ce que ça implique ? Eh bien, ça implique d'être dans la répétition des exercices, de refaire encore, de façon à acquérir ce sentiment de maîtrise. Que ce soit des maths, de la physique, de la rédaction, création de paragraphes, de plans de dissertation selon les matières, etc. Donc là, ça veut dire deux choses, qu'il faut accepter d'être dans une dynamique d'effort. Mais l'effort est quelque chose qui nous nourrit, quelque chose qui nous satisfait. Et vous allez voir que quand vous entrez dans cet effort qui va vous faire que vous entrez dans une forme de maîtrise des exercices, eh bien vous vous sentez bien. C'est ce qu'on appelle le flow, c'est un mot à la mode. Eh bien c'est l'idée qu'on est dans quelque chose qui se déroule et dans lequel on est à la fois moteur et en même temps on se laisse porter. Du coup, une chose aussi qui est importante, c'est de reconsidérer totalement la place de l'échec et de l'erreur. En effet, pour être dans la maîtrise, il faut accepter les échecs, il faut accepter les erreurs, il faut accepter de se tromper. Donc, il faut réussir à passer outre les mauvaises notes, tenir vraiment compte des appréciations des enseignants, tirer parti des commentaires sur les copies. Si on a mis en place une méthode et qu'elle n'a pas fonctionné, l'analyser, être dans cette conscience. Et cela implique de se désidentifier avec ces notes. La note, c'est le résultat d'un travail que vous avez fourni, ça n'est pas le reflet de votre personne. Donc, vous voyez que pour nourrir ce deuxième point qui est vraiment la compétence, la maîtrise, il faut entrer dans un processus d'effort, définir des objectifs petit à petit. C'est ce qu'on appelle aussi la méthode des petits pas. Donc je vais me fixer des objectifs un petit peu plus hauts que ce que je suis capable de faire à chaque fois. Voilà, parce que si on veut faire ça directement, on n'y arrive pas. Et il faut aussi accepter à chaque fois qu'on va peut-être un petit peu redescendre la marche, mais qu'on va pouvoir la remonter ensuite. Quand on est dans cette maîtrise, eh bien, on se sent à l'aise, on maîtrise des bases qui vont nous permettre d'aller vers l'étape supérieure. Si je prends l'exemple dans ma discipline qui est les lettres, eh bien effectivement, quand vous avez écrit 20 paragraphes par exemple, eh bien la structure du paragraphe pour vous c'est devenu quelque chose d'automatique, donc vous allez pouvoir l'intégrer de façon beaucoup plus fluide à un devoir plus complexe et vous allez pouvoir écrire des paragraphes de façon beaucoup plus automatique, beaucoup plus maîtrisée et cet exercice-là ne vous demandera pas autant de soucis de travail que les premières fois que vous l'avez réalisé. Exactement comme moi ici, je tourne des vidéos ou je fais d'autres choses qui nécessitent un apprentissage. En réalité, cet état d'esprit perdure tout au long de la vie. C'est vraiment un état d'esprit à acquérir.
Enfin, pour avoir cette motivation, il est vraiment important aussi d'entretenir des liens avec les autres, hein, de se sentir appartenir à un groupe, appartenir à un clan, appartenir à une famille, de créer des liens qui vont nous permettre de nous sentir bien. Je voudrais aussi attirer votre attention sur un point qui est également extrêmement important. Lorsqu'on est en classe préparatoire ou dans des études supérieures exigeantes, on a l'impression que on est submergé, écrasé par la masse de choses qu'il y a à faire et que on va courir au burn-out, qu'on ne va pas être capable d'affronter cette masse de travail parce qu'il y a trop de choses. Je suis sûre que c'est quelque chose que vous avez déjà rencontré. Or, il est vraiment très très important de faire la distinction entre cette sensation de masse de choses à faire et l'énergie que vous pouvez mettre en œuvre. En réalité, nous sommes capables de faire beaucoup de choses sans nous écrouler. Mais pour accomplir toutes ces choses, cette quantité de choses à faire, eh bien, il faut que votre niveau d'énergie soit rempli, que votre niveau d'énergie soit au plus haut. Or, et je reviens à ma démonstration, la motivation nourrit l'énergie. Si vous savez pourquoi vous travaillez, si vous avez une finalité, si vous avez un but, une conscience, ça nourrit votre niveau d'énergie. Donc, revenez régulièrement aux raisons qui vous poussent à être dans cette classe préparatoire. Et je vous proposerai à la fin de la vidéo des exercices. Autre chose aussi, et c'est ce pourquoi vraiment je milite dans mon programme, cette énergie, vous ne la créerez qu'en gardant du temps pour vous et pour faire des choses que vous aimez. C'est justement en passant ces nuits et ces jours à ne faire que travailler sans se réserver des moments pour les choses qui nous nourrissent que l'on court au burn-out, que l'on est dans un tunnel, qu'on ne sait plus du tout pourquoi on travaille et que, paradoxalement, on abandonne. Donc, c'est vraiment hyper important de savoir ce qui nourrit votre énergie. Peu importe ce qui nourrit votre énergie, il n'y a pas de jugement du tout à porter sur ça. Ça peut être de faire des siestes, si vous vous sentez bien, si vous aimez dormir. Ça peut être de passer du temps au téléphone ou avec quelqu'un qui est important pour vous. Ça peut être aller au cinéma, ça peut être aller faire du sport, ça peut être, je ne sais pas, aller au restaurant, peu importe. Vraiment quelque chose qui nourrit votre âme. Dessiner, bien sûr, faire de la musique, écouter de la musique. Se dire, là, je prends une heure, une demi-heure pour faire quelque chose qui me ressource. Mais bien sûr, vu que le temps est limité, eh bien, ça implique premièrement d'avoir conscience de ce qui nous ressource réellement, de s'autoriser à aller le faire. Et puis, ça implique aussi de peut-être supprimer les choses que l'on faisait avant, peut-être par habitude, qui sont très chronophages, mais qui, dans le fond, ne nous ressourcent pas tant que ça. Je pense notamment au fait de consommer des séries en grande quantité. C'est très différent, par exemple, d'être cinéphile et de dire là, j'ai vraiment envie de me plonger dans une histoire, je vais regarder un film pendant 1 heure et demie, je vais au cinéma et je fais un break, je fais une parenthèse. Moi, j'adore le cinéma, par exemple, et là, je sais qu'au cinéma, pendant 1 heure et demie, il ne se passera rien, le téléphone est éteint et on plonge dans un autre univers. C'est très différent d'être en mode un peu déprimé, ah oui, mais là, je ne sais pas trop, et donc de se mettre dans une série qui va nous entraîner vers un autre épisode, etc. Et à la fin, eh bien, on a passé 2 heures, 3 heures, 4 heures, et on ne se sent pas du tout ressourcé. Donc c'est vraiment important, j'ai pris l'exemple des films parce que moi il me parle particulièrement, mais c'est vraiment important de faire cette distinction. Même chose par exemple pour les relations sociales. Il y a des gens qui sont importants pour vous,
avec lesquels vous aimez parler, que vous aimez, qui vous envoient des messages positifs. Ça peut être votre grand-mère, ça peut être évidemment votre amoureux, amoureuse, mais c'est pas forcément toute la bande d'amis que vous aviez il y a un an. Hein. En classe préparatoire, dans les études supérieures d'une manière générale, parfois on a des anciennes connaissances qui n'ont pas suivi les mêmes voies, qui ne comprennent pas du tout ce qu'on est en train de faire, qui sont là en mode oh ben non mais c'est pas la peine, pourquoi tu t'embêtes, viens avec nous, viens on va sortir, etc. Donc là encore, c'est important de savoir faire la distinction entre les relations qui vont nous nourrir, nous soutenir et celles qui vont en réalité nous mettre mal à l'aise, nous faire nous sentir un peu coupables, nous faire nous sentir pas très bien. Donc vous voyez, c'est vraiment important de réussir à déterminer tous ces points pour garder une bonne motivation. S'occuper de soi, prendre du temps pour soi, ça n'est pas du tout du temps perdu. Alors, pour terminer, eh bien, je vais vous proposer 2 exercices que nous pourrons également, si vous n'avez pas envie de les faire seuls, faire en coaching individuel ou en coaching de groupe, mais je vous les donne ici de façon à ce que vous puissiez les faire au moment qui vous plaît, puisque c'est une des modalités de la motivation. Alors, le premier exercice, eh bien, consiste à tout simplement lister 20 raisons qui font que vous voulez faire ces études que vous avez commencées ou dans lesquelles vous êtes engagé, classe préparatoire ou études supérieures. Vraiment, les 20 raisons personnelles qui font que c'est important pour vous de rester engagé dans ce processus. Ça, c'est le premier exercice, c'est très simple. Vous faites une liste et puis cette liste, eh bien, vous pouvez la recopier à la main, vous pouvez la calligraphier, vous pouvez l'agrafer la scotcher dans vos toilettes, par exemple, à côté des formules de maths, par exemple, pour ceux qui sont en prépa scientifique. Vous pouvez la mettre dans votre ordinateur, vous pouvez la mettre dans des notes sur votre téléphone, dans un joli carnet, peu importe. Mais cette liste, elle est là auprès de vous. Et quand la motivation décroît, eh bien, vous pouvez la consulter. Ça, c'est le premier exercice. Le deuxième exercice, c'est ce qu'on appelle le dream board. Qu'est-ce que ça veut dire ? Eh bien, je vais construire la vie de mes rêves. Alors, ça peut être un audio, ça peut être un écrit, ça peut être des collages. Les collages, c'est hyper facile pour ça. Ça peut être un audio que vous enregistrez, vous parlez à vous-même. Et vous allez imaginer la vie de vos rêves dans 1 an, dans 3 ans et dans 5 ans. Dans 1 an, dans 3 ans, dans 5 ans. Et vous allez tout simplement vous laisser guider par cette rêverie, un dream board, et imaginer bien dans 1 an, par exemple, si vous êtes en début de 2e année de classe préparatoire, vous avez intégré l'école que vous visez. Et voilà, qu'est-ce que ça implique très simplement en termes de vie quotidienne, comment vous voyez, comment vous vous habillez, comment vous vous comportez, quel est votre emploi du temps, quels sont les gens que vous fréquentez, qu'est-ce que vous faites de vos journées, etc. Et ensuite, même chose dans 3 ans. Donc admettons, vous avez intégré une école de commerce, et bien dans 3 ans, vous êtes diplômé de cette école de commerce, vous avez un master, et bien comment est-ce que vous imaginez votre vie personnelle, professionnelle, où vivez-vous? Que faites-vous? Comment vous habillez-vous? Quels sont vos loisirs dans 3 ans? Et puis même dans 5 ans, là vous êtes carrément dans la vie active, et bien même question. Et là, votre dream board, c'est vraiment cette vision qui va vous porter, vous donner un élan pour supporter les moments qui sont difficiles, pour nourrir cette motivation. Voilà, je vais arrêter là pour cette vidéo qui était un peu plus longue. Et je vous rappelle vraiment, et ça je le vois tous les jours en tant qu'enseignante, que réfléchir, nourrir votre motivation vraiment de façon personnelle, c'est important. Ça n'est pas du temps perdu.